Frédéric Seny, bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, accompagnatrice professionnelle, intervenante en institution pour faire de l'analyse de la pratique professionnelle, auteur d'un livre sur la posture d'éducateur dans la relation à l'autre et qui s'appelle Éduquer l'autre, c'est travailler sur soi aux éditions Sentier du Livre. Je vous remercie d'être venu, je vous remercie d'être là. On va parler ensemble rapport au savoir, on va parler émancipation, on va parler de la façon dont on peut s'affranchir de ces déterminismes tout en assumant la complexité des situations dans lesquelles on se trouve. Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour, merci Mariana de m'avoir invitée. Je suis ravie de participer à cet entretien. Super. Eh bien alors pour bien commencer, je vais vous inviter à nous expliquer, à expliquer aux gens qui nous regardent ce que c'est que le rapport au savoir et en quoi ça concerne les gens qui ne sont plus des étudiants. Alors, pour commencer, le rapport au savoir, c'est de cette manière-là que c'est généralement intitulé dans la littérature scientifique, en sciences de l'éducation en tout cas. De mon point de vue, il serait plus juste de parler de relation au savoir. Relation au savoir pour considérer l'idée que c'est possible de la faire évoluer, cette relation au savoir. Donc, la relation au savoir, elle se construit dans l'enfance, pas seulement avec l'école. C'est le lien avec l'école, bien entendu, le lien avec le savoir au sens large, aussi bien le rapport à l'écriture, le rapport à la lecture, mais aussi le rapport à l'expérience, le rapport aux ressources externes, le rapport à soi aussi, qu'on va donc construire dans l'enfance. Alors, il y a une dimension sociologique et culturelle, bien entendu. On n'a pas le même rapport au savoir en fonction de notre origine socioculturelle. Donc, si on est né dans une famille de classe aisée, on va pas avoir le même rapport au savoir que si on est né dans une famille de classe défavorisée, dans une famille dans laquelle personne n'a fait d'études, par exemple. Ceci dit, c'est réducteur. Et si on suit les travaux de Bernard Layer, par exemple, un sociologue qui a écrit notamment un bouquin qui s'intitule Le tableau, euh, il montre que dans les classes défavorisées, quand il y a la présence de l'écriture, si le père de famille, par exemple, lit le journal L'Équipe et que la mère a tendance à prendre des petites notes sur un cahier, les enfants qui sont issus de cette famille-là vont pouvoir s'inscrire dans un parcours scolaire de réussite, en quelque sorte, et s'inscrire dans des trajectoires paradoxales dans leur rapport au savoir par rapport à la dimension sociologique. Euh, mais donc, de manière générale, c'est quelle place le savoir avait dans notre famille. Est-ce qu'il fallait, est-ce que le savoir nous permettait de comprendre le monde et de se comprendre soi? Est-ce que le savoir nous permettait d'avoir du pouvoir, de se valoriser socialement? Est-ce que dans notre parcours scolaire, on a rencontré un prof qui nous a maltraités? Est-ce qu'on a été victime de harcèlement, de stigmatisation? Voilà, ça se construit un peu comme ça, donc dans le rapport aux autres, dans le rapport aux parents, dans la prime enfance, bien entendu, et évidemment avec le système scolaire. D'accord, merci. Et donc, en quoi ça concerne pas seulement les étudiants? C'est-à-dire que ça continue d'avoir de l'impact au-delà de l'apprentissage, si j'ai bien compris. Ouais, le rapport au savoir est très en lien avec l'estime de soi. Alors, pour être plus juste, il me semble qu'on devrait parler de la relation au savoir, mais si on reste sur le concept de rapport au savoir, on devrait dire on est un rapport au savoir, je suis un rapport au savoir. Et ce rapport au savoir, il vient s'activer dans toutes les situations dans lesquelles on est confronté à l'autre, en réalité. On est confronté à l'autre, on est confronté à une situation d'examen, à une situation d'embauche, à une situation de demander quelque chose à quelqu'un dans la rue. Dans toutes les situations d'altération, c'est-à-dire de confrontation, on est confronté à notre rapport au savoir. Mmh. Donc évidemment, ça a c'est plus vif dans les situations où on va devoir passer un examen, on va devoir s'inscrire en formation, prendre la parole en public. Donc dans des situations comme ça où il y a un enjeu social, alors de surcroît avec la formation ou le travail, c'est très vif, mais on peut aussi le retrouver dans toutes les situations du quotidien en fait. OK, super.
Merci. Alors, si j'ai bien compris, vous avez fait une thèse sur le sujet, sur le rapport au savoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept qui s'appelle ma thèse en 180 secondes. Ce sont de jeunes docteurs qui nous expliquent le contenu de leur thèse dans un format très court et de telle sorte que tout le monde puisse comprendre l'enjeu et le résultat. Est-ce que vous pouvez vous livrer à ce petit exercice, s'il vous plaît, et nous expliquer votre thèse sur le rapport au savoir en 3 minutes? Alors, je sais que ça existe, j'y ai jamais participé. Je ne sais pas si je vais parvenir à rentrer dans les clous des 3 minutes, mais je vais essayer de répondre rapidement à la question. Donc, dans ma thèse, en fait, je soutiens l'idée qu'il est nécessaire et urgent pour certaines professions de s'équiper pour réfléchir. Je me présente parfois comme clinicienne de l'éducation et je soutiens l'idée donc que les mots MOT et MAUX sont nos alliés pour pouvoir grandir, changer, s'émanciper, compte tenu que les mots à partir desquels on pense, les mots MOT, gouvernent nos façons de voir le monde, gouvernent nos façons d'interpréter les situations, de nous voir nous, et que ces mots-là, donc les mots qu'on utilise dans le quotidien, les mots du sens commun, sont empreints d'une logique dominante, de la logique de contrôle. Et dans cette logique-là, donc, il y a tout un tas d'évidences, tout un tas d'allants de soi, de jargon. Dans chaque profession, on va trouver un jargon. Donc, ce jargon, il est intéressant et nécessaire dans la mesure où il nous permet de nous comprendre, permet de bénéficier du sentiment d'appartenance, de se reconnaître et d'être reconnu par quelques autres. Mais ce jargon-là, il scalpe aussi une grande partie de la complexité des phénomènes. Et du coup, souvent, il nous amène à être à un endroit alors qu'on est à un autre endroit. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se distancier des mots et des représentations et de s'appuyer sur des conceptions scientifiques, littéraires, qui vont nous permettre de s'approcher de la complexité des situations pour mieux les prendre en considération et adapter notre posture en fonction du projet, en fonction des visées, en fonction de nos intentions. Et donc, par rapport à ça, je soutiens l'idée que, je vais le dire comme ça, la posture, c'est-à-dire notre façon d'agir, notre façon d'assumer notre rôle, elle est beaucoup plus puissante que tous les blablas du le discours et la parole sont précieux, bien évidemment, puisque c'est ce qui nous caractérise, nous, les êtres humains, d'être reliés aux autres par le langage. Mais bien souvent, il y a un écart très important entre le discours et la pratique, entre le discours et la posture. Donc, l'idée, c'est de s'équiper pour réfléchir et de distinguer, dans l'éducation, par exemple, de distinguer l'aide, du guidage, de l'accompagnement, de l'émancipation, etc. Et ça, dans le sens commun, c'est un fourre-tout où on mélange tout, il y a tout un tas de confusion. Et en fait, c'est à cet endroit-là que les mots peuvent devenir nos alliés. Si il y a différents mots qui existent, c'est qu'il y a différentes réalités. Et donc, il y a des mots, des concepts qui vont permettre d'accélérer la professionnalisation, d'accélérer le changement humain. Donc, autrement dit, à mon avis, j'ai dépassé les 3 minutes. C'est Donc, pas... autrement dit, Mhm. je soutiens l'idée qui est subversive par rapport au sens commun, que notre subjectivité va être notre meilleur outil de travail, si et seulement si on la met à distance avec du savoir, avec des concepts, avec de la lecture, avec une altérité, avec un coach, pour pouvoir se distancier de soi et travailler à interpréter notre histoire, interpréter notre présent, pour ensuite devenir auteur et raconter un peu autrement notre histoire. Il faut écrire un livre là-dessus, hein. Moi, j'ai envie de le lire, hein. Et alors, j'ai écrit, je crois que ça fait, j'ai écrit un petit bouquin en 2015 qui s'appelle, vous l'avez dit tout à l'heure, Éduquer l'autre, c'est travailler sur soi. Et depuis, j'ai en projet de développer un peu, d'écrire un ouvrage un peu plus consistant et universitaire dans le sens du référencement, parce que ce petit bouquin, c'est un premier jet, c'est un espèce de cri. Et quelques personnes qui l'ont lu et m'ont fait des retours et m'ont dit comme vous que ça mérite un approfondissement et que je reconnais. Donc c'est dans les coulisses, c'est en projet. Super. Ben, quand ça sortira, il ne faudra pas hésiter à revenir ici pour nous en parler. Avec Alors, moi, plaisir. moi, j'ai envie de vous demander comment on fait pour savoir si on a des problématiques de rapport au savoir dans sa vie à soi, même quand on n'est pas un professionnel de l'éducation. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'on est tous concernés. On est tous concernés par le rapport au savoir.
de manière plus ou moins entravante, de manière plus ou moins gênante, euh, mais on est tous concernés. On est concerné quand on s'autorise pas, quand on s'autorise pas à s'inscrire en formation, par exemple, parce qu'on pense qu'on n'a pas le niveau, quand on s'autorise pas à prendre la parole, quand on a beaucoup de difficultés à reconnaître nos erreurs, euh, quand on considère que on est plutôt manuel et pas intellectuel, etc. Euh, on est concerné à tous les niveaux. Ça va prendre des couleurs différentes, mais au niveau de la formation, au niveau de vie sociale, etc. C'est souvent quand on est dans une posture un peu de contrôle, de maîtrise, de difficulté à lâcher prise, qu'on est un peu tanké dans des certitudes, qu'on supporte pas le doute, qu'on supporte pas le questionnement, Mhm. euh, parce que c'est inconfortable et parce que ça fait peur. Et du coup, cette remise en question, elle est dangereuse. Elle est dangereuse, donc on s'accroche à nos certitudes. Donc toutes ces petites, tous ces ressentis-là du quotidien racontent quelque chose de notre rapport au savoir. D'accord, super. Et alors, quand vous parlez justement de gens qui ont du mal à douter, qui ont des positions extrêmement fixes, moi, ça me fait penser au rapport aux médias, aux chaînes d'infos, à la quantité d'informations qu'on avale avec les fake news en particulier. Quels sont, d'après vous, les effets de la technologie sur le rapport au savoir des gens et comment on peut faire pour apprendre à penser finement au milieu de toute cette profusion d'informations dont certaines sont fausses en plus? Alors, je suis un petit peu embêtée pour répondre à la question parce que je suis moi-même dans un positionnement un peu probablement excessif par rapport à ça, parce Mhm. que je me tiens très loin de l'actualité, très loin des réseaux. Alors, j'utilise évidemment Internet pour aller chercher des articles et je découvre tout un tas de choses extraordinaires auxquelles je n'aurais pas accès sans ça. Donc, évidemment que c'est une ressource. J'ai envie de répondre à la question par rapport à ce que ça empêche. C'est-à-dire qu'on est dans une société du plein où cette société, la présence du numérique, qui de mon point de vue est un fléau, empêche de penser. Tout est fait pour empêcher de penser, en fait. Donc cette surinformation qu'on pourrait, dans une confusion, considérer qui va permettre de penser parce qu'on est informé, il me semble que ça génère tout le contraire, en fait. Il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La fabrique du crétin numérique. Et en fait, cette société du plein, on a besoin du vide pour penser. On a besoin du vide, on a besoin de s'ennuyer, on a besoin d'être confronté à soi, on a besoin de cette solitude pour errer un peu tout seul dans sa tête. Et l'omniprésence du numérique empêche ça, en fait. Ça empêche ça et du coup, ça empêche d'aller chercher en soi les ressources nécessaires et d'aller identifier un peu ce qui nous travaille pour après. Évidemment, on a besoin d'informations, on a besoin on a besoin d'altérité, je le disais tout à l'heure, et pour ma part, je dis parfois le savoir m'a sauvé la vie, mais c'est pas le savoir tout seul. C'est par rapport questionner comment j'ai construit mon rapport au savoir et aller identifier un peu des axes de travail, des hypothèses de pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, d'interpréter notre présent. Et par rapport à ça, il y a des concepts qui vont nous permettre de le comprendre. Mais on a besoin de se confronter au vide. Je suis Et bien d'accord. le risque du numérique, c'est ça, c'est d'être en permanence happé et on remplit systématiquement le vide. Et du coup, voilà, ça devient une espèce d'hyperactivité qui empêche de se regarder, quoi. Et on devient consommateur d'informations plutôt que quelqu'un qui pense, qui raisonne, qui se trompe, mais qui nourrit sa réflexion avec l'information au lieu de se gaver jusqu'à plus soif. Exactement. C'est un remplissage. Mm. On pense avec un A, on pense avec un A plutôt que de penser avec un E. Mais tout à fait. Merci beaucoup pour cette explication. Moi, j'aimerais bien aussi que vous développiez un petit peu euh, la façon dont notre rapport au savoir détermine notre vision du monde, puisqu'on parlait de déterminisme tout à l'heure. Alors, je ne sais pas dans quel sens il est pertinent de le prendre. Je pense que c'est une dialectique entre est-ce que la vision du monde et le rapport au savoir. De manière générale, j'ai envie de dire que on peut distinguer un peu de deux grands types de rapport au savoir. C'est réducteur, mais pour illustrer un petit peu,
Soit on va être dans une vision du monde où on considère que la vie est un jeu. Donc, du coup, on va travailler à construire un rapport créatif au monde et quelles que soient les situations, on va apprendre. Alors que dans l'autre logique, qui souvent est la plus fréquente, on n'est pas dans un jeu. Alors, c'est un jeu sérieux, hein. On est dans un combat et du coup, on est dans un rapport binaire, je veux gagner ou je veux perdre. Donc, du coup, on n'est plus dans l'erreur, mais on est dans la faute. Donc, parfois, pour éviter de faire des fautes, ben, on va éviter de prendre des risques. Donc, on est vraiment dans deux logiques contradictoires, distinctes. Certains parviennent à articuler leur posture entre les deux, entre la logique de contrôle et la logique d'ouverture, entre certaines situations évidemment qui méritent et qui nécessitent d'aller au combat, d'autres situations qui méritent, nécessitent, permettent d'être dans un rapport davantage créatif pour apprendre, pour changer, se distancier, s'émanciper. Ok. J'ai envie de rebondir là-dessus. Les clients qui viennent me voir sont exactement dans cette problématique-là, c'est-à-dire que, surtout dans leur façon de se lancer en tant qu'entrepreneur, ils ont de grosses difficultés à penser la situation comme un jeu et tout leur rapport à l'argent est lié à ça, c'est-à-dire vouloir gagner ou perdre, avoir peur de la faute, alors qu'en fait, effectivement, s'ils pensent leur choix et leur positionnement comme un jeu permanent qui va s'ajuster dans le temps, ils ont beaucoup plus de capacité à construire quelque chose de durable et même d'y prendre du plaisir. C'est un peu dans l'accompagnement du changement, il y a un travail de fond qui, je vais dire un gros mot, mais il s'agit d'un changement paradigmatique, c'est-à-dire que si on prend la mauvaise paire de lunettes, on risque de se tromper souvent. Il y a une distinction qui est salvatrice pour accompagner le changement, c'est de ne pas confondre le problème et la problématique. Donc, Amen. dans le sens commun, on confond les deux, c'est-à-dire qu'on dit j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre, c'est problématique. Et donc, dans le sens commun, on mélange les deux et on utilise de manière indistincte réponse, solution, problème, problématique. Donc, il y a des problèmes qui ont vocation à être résolus, donc des problèmes mécaniques. Si je n'ai plus d'encre à mon stylo, je vais changer la cartouche et le problème est réglé. Donc, il y a des problèmes mécaniques qui ont vocation à être résolus et les problèmes qui n'ont pas vocation à être résolus, on peut les regarder comme des problématiques, et une problématique donc existentielle en quelque sorte, dans laquelle il y a différentes dimensions qui s'enchevêtrent. Et par rapport aux problématiques, ce qui pose problème à l'un ne pose pas problème à l'autre. On a tous mal quelque part, mais on n'a pas tous mal au même endroit. Et donc, notre histoire, elle reste la même, notre origine reste la même, mais l'idée de problématiser les situations, c'est de pouvoir identifier. Alors, il y a plein de penseurs qui ont pensé la problématisation, mais le modèle de la problématisation avec lequel je travaille euh, s'inscrit dans le sillon de la dialectique hegelienne, pour dire un gros mot. Et donc, dans ce modèle-là, on considère qu'il y a des contradictions dans toutes les situations. C'est déjà le bazar dans notre tête entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Et donc, cette conception-là, elle vient nous montrer que les situations humaines sont des situations problématiques et donc dans lesquelles il y a des contraires qui s'articulent. Et l'idée au niveau des professionnels, c'est que regarder les situations professionnelles comme des problématiques, ça évite de confondre avec un problème à résoudre et du coup de pouvoir construire une dialectique, construire un continuum, un terrain de jeu sur lequel on va pouvoir articuler des logiques qui sont contradictoires. Donc la logique de contrôle qui est nécessaire avec un dispositif juridique, financier, etc., de communication qui est nécessaire, et à ne pas confondre avec le travail de posture où on est dans un autre rapport au monde, dans une autre visée, mais les deux s'articulent. Les deux s'articulent et souvent l'être humain passe de manière compulsive d'un pôle à un autre euh, parce que il confond le problème et la problématique. Donc souvent les professionnels, les humains sont confrontés à ça, et c'est en ce sens que ça demande de s'engager dans un changement paradigmatique. Alors évidemment, c'est très long, c'est très coûteux, c'est un vrai travail, c'est un vrai labeur, mais déjà, il me semble que de bien distinguer le problème et la problématique, ça évite l'écueil de
que vous évoquiez tout à l'heure. Et alors justement, j'avais envie qu'on parle de la complexité, de ce que c'est que la complexité, de comment on apprend à penser et aussi à changer de paradigme, à changer de grille de lecture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la complexité pour vous? Comment ça a de l'impact sur, le rapport au savoir des gens? Alors, la complexité, c'est quelque chose qui, déjà va demander de faire un travail de deuil. Le deuil de la simplicité. La complexité, c'est quelque chose, qu'on ne peut pas rendre simple, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rendre transparent. C'est pour ça que c'est coûteux et que ça demande un travail de deuil parce que dans notre société, la logique dominante nous invite à résoudre des problèmes. On est invectivé à être transparent, à être neutre, à être bienveillant, à tout comprendre, à toujours avoir quelque chose à dire, et cetera. Donc, du coup, c'est un travail de deuil pour accepter que déjà, la complexité, ça ne se résout pas. La complexité, c'est pas un problème. On est dans le mode de pensée, donc de la complexité, de la problématisation. Donc, la complexité, c'est une situation dans laquelle s'enchevêtrent plein de dimensions. Il y a la dimension sociologique, culturelle, il y a la dimension inconsciente, il y a la dimension imaginaire. Il y a plein de dimensions donc, qui s'enchevêtrent les unes aux autres. Et quand on va tenter d'analyser cette complexité, on va mettre la focale sur une dimension pour la rendre intelligible, mais ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Elles sont toujours là, plus ou moins présentes, et pour analyser les situations, on va mettre la focale sur un petit morceau et travailler à articuler différentes dimensions. Donc, par exemple, articuler la dimension sociologique et puis pour prendre en considération la grande histoire, d'où je viens, socialement, culturellement, etc. Et en même temps, cette dimension sociologique, elle est aussi articulée à une dimension inconsciente, si on souscrit au postulat de l'inconscient. Et cet inconscient, il est pas tout seul dans une bulle. Il s'agite avec des enjeux sociaux, de pouvoir, de compétences, de face, etc. Donc, on va travailler à rendre intelligible et à construire quelques repères pour se situer dans cette complexité. OK, super. Et alors quand, on est piégé dans une grille de lecture de contrôle, de, résolution de problèmes et de pensée qui vise à simplifier tout, c'est-à-dire à démonter le problème pour n'avoir plus que des éléments les uns à côté des autres. Comment on fait pour changer de paradigme et assumer plus la complexité? Vous avez parlé du fait de faire le deuil de la simplicité, d'accord, mais ça doit être un bouleversement absolument faramineux de passer de l'un à l'autre. C'est en effet un bouleversement faramineux et pour citer Winnicott, il n'y a pas de changement important sans effondrement psychique. Je dirais que quand on est confronté à un problème et qu'on ne parvient pas à résoudre, un problème qui se répète, quelles que soient les scènes, quel que soit l'environnement, etc. Autrement dit, quand on est confronté à l'inefficacité de la logique de contrôle pour résoudre certains problèmes, euh, c'est à cet endroit-là que le travail sur soi intervient. Le travail sur soi intervient et le travail sur soi, il va être favorisé par un équipement théorique, en effet. Et c'est justement cette exploration théorique qui va nous permettre de regarder autrement les objets. Et le changement, les processus de changement, le changement passe en premier lieu par le changement de regard. Donc, si je change de regard sur la situation, je la vois plus de la même manière. Même la situation peut ne pas changer en elle-même, mais le regard que je porte sur la situation euh, va faire évoluer mon regard par rapport à ça et du coup faire évoluer ma posture. Donc, de mon point de vue, le savoir est incontournable pour changer de regard, disons, qui va accélérer la compréhension qu'on va avoir d'un phénomène. Et en même temps, pour contenir la complexité, c'est possible dans la mesure où justement, on va pouvoir identifier des pôles contradictoires et identifier aussi des dérives, identifier des excès, identifier des trop, et comprendre, rendre intelligibles ces excès, ces dérives, identifier qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à aller flirter un peu, à prendre des risques pour le rendre intelligible et du coup aussi pour
accepter l'idée que les dérives, elles font partie de la problématique. Elles font partie de la problématique. Et l'idée d'être un humain, c'est d'articuler sa posture entre des fois être sociabilisé, des fois être émancipé, et puis des fois, je dis parfois de manière triviale, être éduqué, c'est rentrer dans le moule sans ressembler à une quiche. Et l'idée, c'est que si je rentre trop dans le moule, eh bien, le risque est que je sors jamais du moule. Le risque, c'est justement que je sois une quiche ou un mouton ou un clone dans une hyper rigidité où en fait je suis complètement déshumanisée. Et à l'inverse, si je suis trop émancipée, si je pars trop loin de la norme, le risque, c'est que je ne parvienne pas à construire ma différence et que je tombe du côté où je penche. C'est-à-dire que si je suis trop différent par rapport à une norme, le risque, c'est que je sois déviant. Donc, contenir la complexité, c'est construire des repères et naviguer comme ça sur un continuum en fonction des situations, en fonction des scènes. Alors, c'est formidable en fait de bien expliquer ça. C'est parce que on entend beaucoup dans le discours du coaching, de l'accompagnement, que c'est super important d'être différent, que vous êtes unique, que il faut surtout pas rentrer dans le moule, qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour ne pas y être. Et en réalité, ça devient une nouvelle norme qui aliène tout autant. C'est-à-dire que se croire unique, c'est s'exclure du groupe des humains. Et vous avez très très bien expliqué que les deux deviennent des dérives, c'est-à-dire trop de normes déshumanisme, mais plus du tout de normes rend déviant. Et c'est quelque chose qu'on n'entend jamais, et je trouve que c'était très très important de le souligner. Je vous remercie. J'aimerais, pardon? Non, je vous en prie, allez-y. Merci. Je voudrais aussi vous inviter à nous dire comment on peut faire, du coup, quand on est parent, pour éduquer ses enfants de telle sorte qu'ils puissent justement jouer le plus possible avec toutes les grilles de lecture et se positionner en assumant la complexité du monde dans lequel ils grandissent. Est-ce que vous avez des pistes, des conseils à donner aux parents? Euh, c'est une question délicate et difficile et complexe. J'ai envie de dire peut-être de travailler à les accompagner à davantage à apprendre à penser plutôt que de bien penser. Et également d'aller identifier à quel point ils sont soumis et déterminés et d'aller identifier justement à quel endroit en fait nos pratiques courantes quotidiennes, nos comportements, nos manières de penser, etc., sont le fruit d'une logique dominante, d'une tradition, d'une transmission, d'un héritage culturel, etc., et qu'il n'y a rien de naturel en quelque sorte. C'est-à-dire que dans la logique dominante, on entend souvent qu'on a une personnalité. Je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire là, Mariana. On entend souvent qu'on a une personnalité, donc on va s'adjectiver les uns les autres. Si on demande à quelqu'un sa personnalité, il va s'enfermer dans des adjectifs et on s'adjective les uns les autres et ça fait partie des modes de pensée les plus prégnants dans notre société de se stigmatiser. Donc l'enfant, il a besoin que le parent projette sur lui des désirs pour se situer, pour se valoriser, etc., de lui prêter des mots, des intentions. Mais en même temps, on est souvent dans la dérive de cette stigmatisation-là, et du coup, la personne s'enferme dans une identité un peu close de laquelle il ne s'autorise pas à sortir. Donc, il va s'empêcher lui-même en quelque sorte et rentrer un peu dans le moule préconçu des parents. Donc, même par rapport à ça, sur des petits gestes du quotidien, je réfléchis à haute voix avec vous, le parent peut notamment distinguer le comportement de la personne en quelque sorte. Ou le parent qui va accueillir son enfant après l'école, par exemple, ça génère pas du tout la même intention quand un parent va dire: est-ce qu'aujourd'hui tu as pris du plaisir à l'école? Est-ce qu'aujourd'hui tu as appris des choses qui t'ont intéressé? C'est pas du tout les mêmes valeurs que de dire tu as eu combien en maths et de relier la note en maths à l'amour porté. Vous voyez? Là, par rapport à ça, je pense à l'école, mais par rapport aux médias, aux films, à toutes ces séries dont ils sont assommés, de prendre le temps de discuter avec eux, de se distancier et de vraiment de dialoguer pour bien travailler à les accompagner, à distinguer la réalité de la fiction, quoi.
Tout à fait, merci beaucoup. Je Mmh. Et notamment, moi, j'aimerais bien savoir aussi pour, travailler en tant qu'adulte, en tant que parent, son propre rapport au savoir, j'imagine que c'est important pour pouvoir aider ses enfants à travailler le leur. Est-ce que vous avez des lectures à conseiller pour les gens qui vont nous regarder? alors j'ai des ouvrages, auxquels je pense, des ouvrages universitaires. Je pense à un en particulier, qui s'intitule «Pour une clinique du rapport au savoir». Alors, celui-là, il me paraît assez accessible en quelque sorte pour des personnes qui n'ont pas de culture en sciences de l'éducation, dans la mesure où on va trouver à l'intérieur des chapitres avec des illustrations. Il y a notamment l'illustration du rapport au savoir de Simone de Beauvoir, où elle montre comment elle s'est construite dans son milieu familial, en opposition au père, en identification à la mère, ou comment elle s'est servie des livres pour grandir, sortir de son milieu, etc. Euh, il y a une première présentation qui développe un peu ce que c'est que le rapport au savoir. Et ensuite, il y a des illustrations. Ces illustrations, du coup, ça permet une forme d'identification pour aller se regarder soi et se dire, tiens, comment moi j'ai construit mon rapport au savoir et se distancier un peu justement de ces allants de soi. C'est-à-dire que dans le rapport au savoir, je le disais tout à l'heure, il y a une dimension sociologique. Je pense souvent à une étudiante comme ça que j'ai rencontrée il y a quelques années, je la voyais se mettre en échec. Je la voyais se mettre en échec et j'ai posé l'hypothèse qu'elle était prise, c'était une jeune fille qui venait d'un milieu défavorisé, j'ai fait l'hypothèse qu'elle était prise dans un conflit de loyauté entre son origine, je m'autorise pas à réussir parce que est-ce que mes parents vont encore m'aimer? Est-ce que je vais être encore acceptée dans ma famille, dans mon quartier, dans mon milieu? Et si toutefois je réussis, est-ce que je serai assez comme les autres pour être changer de milieu, être accueillie? Donc, elle était prise dans un conflit de loyauté comme ça. Et pardon, je me suis perdue. Pas de Et problème. donc, je l'ai accompagnée justement. Voilà, ça y est, je me suis retrouvée. Elle s'était enfermée un peu dans je suis pas capable et elle s'était auto-stigmatisée et du coup, elle entretenait un peu son échec pour préserver sa place dans son milieu d'origine. Et donc, justement, je l'ai accompagnée à travailler, à regarder comment elle s'était construite pour se regarder comme un construit et pas comme un objet. Parce que tant qu'on se regarde comme un objet avec des qualificatifs et qu'on se dit j'aime pas les maths, je suis pas fait pour ci ou je suis pas fait pour ça, en fait, c'est le meilleur moyen pour ne pas changer. Donc le, le travail à faire en fond, en quelque sorte, c'est de travailler à plus se regarder comme un objet, mais à se regarder comme un construit, et comment on s'est construit par rapport à ça dans son histoire. Et du coup, on va pouvoir déconstruire des parties et reconstruire autrement d'autres petites parties. OK. Aujourd'hui, on parle beaucoup de se déconstruire dans les médias. Est-ce qu'on parle de la même déconstruction? Alors, comme je vis sans les médias, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Heu, on parle par exemple de déconstruire l'homme, parce que, toutes ses représentations seraient celles de la guerre et de la compétitivité et en fait, dans ce genre de milieu, on a, une telle envie de déconstruire les choses que, on dirait que tout est construit social et que rien ne relève du biologique. Ok, alors justement, je suis un peu confrontée à l'université. Là, je rencontre des jeunes étudiants qui sont dans une génération où ils sont un peu chahutés autour de ces questions de genre, etc. Et donc, j'ai tendance à leur répondre de la manière suivante. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, vous me direz. Euh, j'ai tendance à dire que il n'y a pas d'éducation sans normativité. Il n'y a pas d'éducation sans normativité et on tombe un peu souvent dans les dérives que vous avez évoquées tout à l'heure, ou soit toi-même, etc. Donc, la norme, elle est contraignante et elle est contenante. Et elle est contenante à l'endroit où elle nous permet de vivre avec les autres. Et je réponds aux étudiants qui me disent, oui, mais pourquoi on pourrait pas, pourquoi on a besoin du genre, etc. Euh, et je m'appuie sur les travaux du philosophe Canguilhem, qui a beaucoup travaillé sur la santé, et lui, il relie la norme biologique
à la norme sociale. Il dit que c'est la norme biologique qui oriente et construit la norme sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que c'est moche, d'être obèse que c'est socialement rejeté, c'est parce que c'est dangereux pour la santé. Et pareil pour l'alcoolisme, et pareil pour la toxicomanie, et pareil pour bon nombre de normes qui deviennent des normes parce que organiquement, c'est dangereux. Et la visée première de l'éducation, c'est de préserver la civilisation, de permettre la survie de la civilisation, et c'est l'éducation qui nous permet ça. C'est l'éducation qui nous permet ça. Donc, il y a des dérives à tout déconstruire, puisque nous sommes des animaux sociaux. Mais donc la dimension organique, elle est déterminante puisque il faut des hommes et des femmes pour faire des bébés et pour permettre la survie de la civilisation. Donc je pense que la destruction à laquelle vous faites allusion dans les médias, c'est une dérive qui va un peu dans le même sens qu'on évoquait tout à l'heure sur soit toi-même et soit unique. Ça, c'est un délire. C'est un délire, c'est un désir, c'est un fantasme de vouloir être unique. C'est un vrai travail que de construire sa différence, tout en prenant en considération l'origine, quoi, biologique et organique. Je suis bien d'accord avec vous et je suis toujours troublée par ces débats parce que j'ai l'impression qu'on assiste à l'éternel débat nature-culture et puis qu'on voudrait trancher et dire c'est tout naturel ou c'est tout culturel, parce qu'il y a aussi d'autres dérives qui disent que tout est biologique et que le construit social n'existe pas. Et en fait, toute l'idée de la complexité, justement, c'est de pouvoir dialectiser entre ces deux polarités et d'apprendre à jouer et à regarder les situations un coup sous un angle et un coup sous un autre. Et que la complexité, si j'ai bien compris ce que vous me disiez, c'est ça, et que trancher ce débat nature-culture de façon close est une aporie de la pensée, dirait Michel Vial. C'est une impasse mentale. C'est une impasse mentale. Et je suis troublée par le fait que le discours médiatique nous pousse soit d'un côté, soit de l'autre, mais de façon toujours extrêmement clivée. C'est très binaire, c'est extrêmement binaire. Et je le vois bien avec les étudiants que je rencontre. Ils ont tous des comportements extrêmement soumis. Alors, j'ai tendance à être un peu ovni ou atypique, ou en tout cas un peu aux frontières du genre professionnel, et à vouloir, dans une volonté justement de déconstruire un peu et de remettre en question certains codes par rapport à certains comportements de soumission, de déterminisme, etc. Et le gros du travail, de mon point de vue, c'est justement d'accompagner les étudiants, les professionnels que je rencontre, etc., à repérer qu'ils sont déterminés et conditionnés et dans un mode de pensée binaire. Et il y a une étudiante récemment qui m'a dit, mais madame, si vous ne l'aviez pas dit, on n'aurait pas su. Donc, ils sont dans un mode de pensée extrêmement binaire où c'est manichéen, c'est blanc ou c'est noir. Euh, donc, c'est extrêmement réducteur. Et on ne peut pas aborder la complexité avec cette paire de lunettes. Donc, on évince, on évite le conflit, on évite la contradiction dans le sens commun. La contradiction, quelqu'un qui dit oui, c'est vachement contradictoire ce que tu dis, c'est quelque chose de négatif. Et là aussi, il y a une confusion entre le paradoxe et la contradiction. Donc, il y a un vrai travail de formation, en quelque sorte, pour prêter des concepts qui vont permettre aux professionnels, aux humains, de repérer à quel endroit ils sont conditionnés, à quel endroit ils sont soumis, à quel endroit, pour la plupart du temps, ils ont l'impression de faire des choix, mais en fait, ces choix, c'était juste dans la logique de déterminisme familial, social, etc., empreint du jargon, des représentations, et c'est extrêmement binaire. Or, pour embrasser la complexité en quelque sorte, ou en tout cas l'appréhender et se situer dans cette complexité, il me semble que il y a des conceptions qui vont permettre de regarder un phénomène en allant regarder c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les coûts, et dans la complexité, on peut considérer qu'il n'y a pas de valeur absolue. C'est-à-dire qu'on nous gargarise dans la société avec la bienveillance. Dans certaines situations, la bienveillance, c'est pas une valeur absolue. Dans certaines situations, la bienveillance, ça va pas être adapté. Et on confond souvent l'empathie et la compassion, par exemple.
Et dans certains, donc là aussi, de pas rajouter de la confusion au monde en utilisant un terme pour un autre. Et souvent, donc dans le sens commun, les mots trahissent en fait. C'est-à-dire que l'empathie, dans la relation humaine, on a besoin d'empathie pour vibrer un peu aux émotions de l'autre, mais la compassion, c'est autre chose. Quand on est dans la compassion, on entretient la dépendance, on entretient la soumission, on n'est pas du tout dans du pouvoir d'agir, on devient un peu objet et on n'est plus sujet. Euh, et la logique dominante, comme c'est la logique dominante véhicule des évidences. Et comme c'est évident, personne ne le remet en question. Donc, quand on vient avec une posture un peu subversive remettre en question ces évidences, c'est tout un travail, j'ai même envie de dire c'est un art de pouvoir, alors c'est aussi une question de légitimité, de temporalité, etc., mais c'est aussi tout un art de venir secouer un peu le cocotier, mais pas le secouer trop fort, parce que il faut, je veux dire, quand on vient décoller quelque chose qui est collé depuis longtemps, ça fait mal. Donc, c'est extrêmement subtil et on va pouvoir secouer le cocotier. On sait que secouer le cocotier, ça fait mal, c'est inconfortable, c'est anxiogène. Donc, on va ensuite contenir. Et là, la bienveillance, elle est nécessaire. Mais donc, c'est un véritable travail euh, de, de remise en question de sa vision du monde, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Je me souviens des cours de sciences de l'éduc où on nous expliquait que accompagner quelqu'un, c'était bousculer et contenir. C'est-à-dire secouer le cocotier, comme vous dites, et être rassurant, contenant, bienveillant derrière. Et c'était pas tout l'un, c'était pas tout l'autre. Et si on va que d'un côté, si on va que du côté du fait de bousculer, on est maltraitant. Et si on fait que contenir, ben on devient une caricature de gentille maman. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'entretenir la dépendance. C'est-à-dire que si moi je vais voir un thérapeute et que je suis que contenue et jamais bousculée, je peux rester là pendant 20 ans. Hein. C'est ma petite bulle de régression où maman va me prendre dans ses bras jusqu'à la fin des temps et j'avance pas. Et en même temps, on a, je trouve, chez les praticiens qui prennent beaucoup la parole dans l'espace public, on a beaucoup ce côté-là d'accueil de la gentille maman, et de l'autre, on a une autre tendance qui est si vous voulez bouger, il faut vous lever le cul, il faut arrêter de vous comporter comme des larves. Et là, on est du côté, je te bouscule à fond, avec zéro contenance. Et en fait, on se retrouve là encore dans cette espèce de discours binaire qui sont tous les deux représentatifs de dérives, alors qu'un praticien ou une figure parentale qui permet au sujet de prendre sa place et de construire son humanité, il a besoin de cette articulation dans la complexité de je suis bousculé et je suis contenu. Et quand j'ai besoin d'être bousculé, je le suis et je l'accepte. Et quand j'ai besoin d'être contenu, il me faut cet espace de réassurance pour pouvoir remanier tout ce qui a été bousculé de façon comment dire, dans un espace où je me sens en sécurité. Exactement, je m'autorise à poursuivre un peu parce que je suis passionnée, habitée par ces questions. Et je le dis parfois de manière encore plus triviale. Je dis, mon boulot, c'est mettre des coups de pelle et faire des câlins. Et le coup de pelle, il va être toléré, accepté, accueilli parce que il sait que derrière le coup de pelle, il va y avoir le câlin. Donc, c'est une vraie dialectique entre faire preuve d'empathie, c'est-à-dire permettre à l'autre de l'accompagner pour travailler à assumer son présent, à assumer ses entraves, ses difficultés. Et ça, c'est difficile et c'est pas facile parce qu'un des premiers mouvements pour s'éduquer, c'est d'accepter la réalité sans la nuancer. Et ça, c'est un gros boulot parce qu'on a souvent tendance à nuancer, à dire oui, mais quand même, il y a ces bons côtés de la chose, etc. Et pour supporter les mauvais. Donc, il y a vraiment l'empathie, elle est incontournable et nécessaire pour permettre à l'autre de s'accepter tel qu'il est aujourd'hui. Et ensuite, d'aller déstabiliser un peu le préencodé. Donc, le coup de pelle le coup de pelle, c'est questionner, poser les questions qu'on n'a pas envie de voir tout seul. C'est voilà, amener du vide, amener du tiers de l'extérieur pour déstabiliser tout ce qu'on a construit là et favoriser, accélérer la remise en question en quelque sorte. Et donc, on va retrouver les deux extrêmes en effet. Et comme nous dit Winnicott, la mère au sens de voilà de la figure, quoi, l'éducateur, l'accompagnateur, le coach, le parent,
pour être bon, il a besoin d'être suffisamment mauvais. Donc, là, il faut être là pour le besoin d'amour, de câlin, d'assurance, de valorisation, etc. Mais en même temps, si on est trop contenant, ben, on va étouffer l'autre qui ne pourra pas penser par lui-même. Et en même temps, si on met un coup de pelle trop fort et qu'on regarde l'autre tomber, ben, il ne revient plus, quoi. Donc, Ouais. c'est une véritable articulation qui répond aux deux besoins fondamentaux de l'être humain, en fait, la loi et l'amour. Donc, professionnellement, ça va être du tiers, du questionnement, et à l'autre endroit, ça va être de l'empathie, de la bienveillance, de la valorisation, de la compréhension. Et en quelque sorte, c'est un peu ce que je soutiens dans ma thèse, pour revenir à la question de tout à l'heure. Je soutiens l'idée que l'identification à la posture, c'est l'identification à la posture qui va permettre aussi d'accélérer le changement. C'est-à-dire que l'accompagnement, au sens où on l'entend ici, hein, l'accompagnement est une relation éducative. Donc, j'éprouve avec mon accompagnateur une relation éducative. Et du coup, ce que j'apprends de la relation, c'est un peu parce que c'est vous, un peu parce que c'est moi. Mais je dis souvent, l'enjeu de la relation, c'est la relation, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais mettre en œuvre, c'est plus important que ma trogne ou ta trogne. Donc, ce que je vais apprendre de la relation, je vais pouvoir le rejouer avec d'autres. C'est un beau métier quand même, hein. C'est passionnant. Ouais. C'est passionnant et je dis souvent, c'est pas très heureux comme formulation, mais qu'on peut se payer sur le dos de la bête. C'est-à-dire que j'apprends de moi en travaillant avec l'autre. Et c'est un des processus emblématiques de l'éducation, c'est l'altération. L'altération, et Ardoano, il nous dit, il n'y a pas de relation sans être affecté. Il n'y a pas de relation sans être affecté. Et pour être honnête en quelque sorte, on sait bien qu'il ne s'agit toujours que de soi. Donc, il y a des miroirs dans la relation, il y a des miroirs, il y a des reflets. C'est aussi ce qui permet, ce qui favorise l'empathie, ce qui permet de se reconnaître chez l'autre et de continuer à travailler ce qui nous travaille. Puisque, pour dire un petit mot de plus sur la problématique et l'articulation des contraires, et revenir à cette notion de deuil, notre origine, elle ne change pas. Notre origine, c'est le contexte de notre naissance. Et Daniel Siboni nous dit que l'origine va déterminer comment on va construire notre place dans un environnement. Donc au départ, c'est le contexte familial et ensuite notre place dans la famille, la fratrie, etc. Et cette place-là, on va la rejouer sur les scènes professionnelles. On va la rejouer de partout, tout le temps. Donc l'idée, c'est que quand cette place, elle fait souffrance ou quand on est en difficulté pour construire notre place dans un environnement, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir construire une dialectique pour que cette problématique, elle soit habitable et supportable. Mais l'origine, elle disparaît pas. Donc, même quand on fait des avancées colossales, on n'est jamais à l'abri de se taper une petite régression qui vient nous dire, ma cocotte, c'est un boulot Ouais, inachevé, inachevable. tout à Donc, fait. c'est ça aussi le travail de deuil, c'est euh, travailler, considérer, éprouver que il va falloir vivre avec tout le temps, mais qu'on va pouvoir s'alléger les casseroles et développer du pouvoir d'agir et articuler notre posture, éviter d'aller dans les dérives. Et quand bien même on fait une régression, on sait que ça fait partie du cheminement. Et quand on avance, quand on s'allège, quand on grandit, quand on s'émancipe, les régressions, elles sont moins fréquentes, elles sont moins piquantes, elles sont moins longues et on peut même parfois en rigoler. C'est ça. Je dis souvent ça à mon public aussi, c'est qu'au début, on tombe, on se casse la gueule, on comprend pas. Après, on sait qu'on va se casser la gueule, mais on peut pas s'empêcher. Voilà, Après, on se voit se casser la gueule et on se dit, putain, encore une fois quand même, et je l'avais vu, c'est pas possible. Et au bout d'un moment, des fois, on arrive à éviter. ouais, Et on tourne autour et on se dit, putain, non, je vais pas tomber là, non, allez, cette fois, j'y vais pas. Et au fur et à mesure, effectivement, on arrive à en rire. c'est ça. Alors, en même temps, il y a quand même des situations dans lesquelles on fait de telles avancées que ça pourrait presque ressembler à une forme de résolution de problème. C'est-à-dire que il n'y a plus de régression. On a habité, ça ne nous pose plus problème. Ouais. Sur certaines sphères, sur certaines dimensions, l'accompagnement réellement permet de construire une façon d'être au monde, une aise qui ne nous pose plus problème. Heureusement, en même temps, sinon ça serait terrible. On n'aurait que des trous dans lesquels on tombe.
où on tourne un peu autour et la vie ne serait plus que ça. Et heureusement qu'à un moment donné, on arrive aussi à, j'allais dire dépasser, c'est pas le bon mot parce que c'est un discours de contrôle, mais je pense que ça permet quand même aux gens qui nous regardent de comprendre l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enjeu ne nous travaille plus parce qu'on est passé à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à travailler, hein, mais cet enjeu-là ne nous travaille plus parce qu'on en a d'autres qui nous travaillent ailleurs. Exactement. Il y a d'autres chantiers qui vont s'opérer. Et par rapport à ça, j'ai lu récemment Le sentiment d'imposture de Belinda Cannon. J'ai longtemps travaillé cette question, ça a longtemps été, et ça l'est encore, un objet de travail intime pour moi. La culpabilité, le sentiment d'imposteur, etc. Donc j'ai eu une première phase dans laquelle j'ai construit une dialectique pour rendre cette histoire habitable. Et récemment, j'ai encore changé de regard sur sur cet objet en lisant Belinda Cannon, qui montre que finalement, le sentiment d'imposture, c'est aussi le moteur du désir, le moteur du bien faire, le goût du bel ouvrage, etc. Et je parlais avec une de mes maîtres à penser, Mireille Sifali, qui me disait dans une correspondance que c'était aussi le moteur pour lutter contre la médiocrité. Et donc, de regarder comme ça, c'est ça, regarder, on aurait tendance dans le sens commun à se dire, le syndrome de l'imposteur, c'est un problème qu'il faut régler. Voilà, c'est un problème qu'il faut régler. Or, non, c'est une problématique qu'on va pouvoir travailler pour rendre habitable. Et quand on va même pouvoir travailler à l'apprécier. Travailler à l'apprécier parce on va identifier qu'il y a des bénéfices. Euh, le sentiment d'imposteur, il permet de soigner un peu l'humilité, d'être accessible, de jamais être certain et de se rappeler aussi que la place, c'est pas un état. La place, c'est une dynamique, c'est un mouvement. Et que la place, il faut en prendre soin. Voilà, c'est pas, la place, c'est pas piquer la chaise de l'autre, mais c'est un vrai travail permanent, en fait. Je dis souvent, parce que mon public vient souvent avec des problématiques de syndrome de l'imposteur, et je leur dis souvent, c'est une problématique de posture. Et donc, effectivement, chaque fois que le syndrome de l'imposteur vient chatouiller, ça veut dire que il y a un enjeu de posture qui est en train de se mettre en place, et qu'est-ce qu'on va en tirer, et quelles questions on va se poser, et comment on va réinventer sa place et retravailler sa façon d'habiter sa posture pour pouvoir jouer au mieux son pouvoir d'agir ici et maintenant avec la situation. C'est ça, comme dit, pour citer Ardoino, apprendre à en jouer pour éviter d'en être le jouet. J'adore cette phrase. Ouais. Je l'adore, elle est extraordinaire. Et ça montre que développer du pouvoir d'agir, ça peut passer dans certaines situations, par une soumission volontaire. Mm-hmm. Vous voyez, il y a aussi cette confusion dans le sens commun où c'est soit on se soumet, soit on est rebelle. Non, mais il y a un continuum entre les deux. Et que dans certaines situations, on pourrait aussi la relier à la citation de André Gide, choisir, c'est renoncer sans rien renier. Donc là, on est complètement dans la complexité. Alors que dans le binaire et dans la logique de contrôle, c'est blanc ou noir. Alors que non, choisir, c'est renoncer sans rien renier. Et ce choix, on est confronté à des choix en permanence, à des micro-choix. Ouais. Donc, dans telle situation, en fonction du contexte, des enjeux, en fonction de mon intériorité, en fonction de comment je me sens aujourd'hui, etc., je vais faire tel choix qui répond à telle valeur. Je renonce à autre chose. C'est pas que je suis contre, mais c'est que je suis contrainte de hiérarchiser les priorités, hiérarchiser les valeurs, tout en sachant que je peux me tromper. Donc, c'est ça aussi, c'est prendre un risque et travailler, accepter que ce choix-là, c'est pas une décision définitive, mais c'est que dans toutes les situations qu'on a en face de nous, il y a plein de valeurs qui s'agitent les unes les autres et que on va incarner dans notre posture une valeur et que peut-être dans une autre situation, on va incarner une autre valeur. Donc, on la met, elle fait partie de ce qui est présent dans la situation, mais on la décale et dans une autre situation, on la fera passer en haut du panier. Donc, c'est travailler la complexité, c'est un véritable travail de hiérarchisation des valeurs et de micro-choix en situation.
Je suis toujours troublée par le fait que les gens ont érigé une valeur dominante dans leur système et soumettent tout leur choix en fonction de ça, et ils s'entravent tout seuls. Et à chaque fois que je leur fais remarquer qu'ils ont le droit de changer, ils me regardent avec un air un peu horrifié, comme si j'allais leur demander de faire des choses immorales, parce que la valeur qu'ils ont érigée comme valeur dominante euh, détermine toute leur éthique, et toute leur en fait cette éthique se transforme en morale en fait. C'est souvent, je dis souvent, le principe, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir à se poser la question des valeurs. Donc, ce que vous appelez l'éthique et la morale, pour revenir à la logique binaire et la logique dominante, euh, on va convoquer des principes. Donc, par principe, je suis pour ça ou contre ça, donc je m'évite le choix, je m'évite de penser. Oui. Et donc, je vais poser un principe pour éviter d'avoir à faire des choix. Donc, c'est une posture de toute puissance, en fait. Oui. C'est une posture défensive, mais donc, je vais appliquer des principes. Donc, qu'est-ce que j'y gagne? J'évite de faire des choix, j'évite de penser, et je remets pas en question mon identité, mon éducation, mon héritage familial, etc. Je reste comme ça dans un moule qui me rassure. Alors, c'est souvent défensif, c'est souvent très défensif, et c'est la logique dominante. Donc, quelqu'un qui va répondre, habiter un principe, les autres autour vont pas le remettre en question parce que c'est une évidence. Donc, et la logique dominante, elle fonctionne comme ça, à coup d'évidence, à coup d'allant de soi, et comme ça va de soi, personne ne les remet en question. Donc, la logique de contrôle, sa visée, c'est de permettre le maintien de l'institution, le maintien du système, à coup d'évidence. Donc, je dis parfois l'accompagnement ou ce que je fais avec des étudiants ou des professionnels, c'est en premier lieu de, comme on disait tout à l'heure, aller accompagner la prise de conscience que euh, ceux qui considèrent comme naturels sont des évidences qui ont été construites de manière culturelle, et qu'on peut aussi déconstruire ces évidences euh, pour, euh, pour changer, que de manière incontournable, on a besoin de rendre intelligible le présent pour construire le futur, quoi, en quelque sorte, quoi. J'aimerais bien faire un parallèle avec ce qui se joue dans les familles toxiques. C'est-à-dire que sur cette chaîne, on parle beaucoup d'éducation toxique et de la façon dont on va s'émanciper de ça. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'origine, qui est toujours là, même si on fait des avancées, ça revient nous chatouiller. Et le fait que dans les familles toxiques, il y a des principes comme ça aussi, éducatifs, qui sont posés, qui ne sont pas remis en question, qui sont le résultat d'héritage des générations d'avant. Et je voulais vous inviter à relier ce que vous disiez sur cette dynamique-là qui consiste à s'émanciper de son éducation. C'est pas, ça se joue pas seulement dans les milieux professionnels. Il y a plein d'héritages comme ça qui sont entravants dans dans la majeure partie des cas. Je suis en train de me perdre dans ma question, mais c'est de comment on fait le pont avec la façon dont on s'émancipe de son éducation toxique. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Je me suis aussi un peu perdue dans la réponse que j'étais en train de construire en vous écoutant, mais On va y arriver. on va essayer de tisser quelque chose. Peut-être je vais essayer d'illustrer avec un exemple. Un enfant qui a eu un parent tout puissant, c'est-à-dire un parent sachant, un parent très, 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 très exigeant, en quelque sorte, euh, cette exigence-là, elle est absolument impossible elle est impossible, elle est inaccessible, puisque c'est impossible de tout savoir. Donc, du coup, pour s'empêcher, comme je disais au début de notre entretien, pour s'empêcher de rater, on ne prend pas de risque. Ouais. Et en même temps, c'est très paradoxal. Je pense à une personne que j'accompagne. Quand on a eu comme ça donc un parent qui est tout puissant, qui dit mais qui ne fait pas. Il y a souvent dans les postures très pervers, il y a un décalage énorme entre le discours et la posture. Et donc dans la relation comme ça perverse, toxique, euh,
tant qu'on se regarde comme une victime, j'essaie de construire une réponse sur comment sortir. Donc, l'adulte qui se regarde comme une victime de l'éducation qu'il a reçue, par exemple, l'adulte qui se regarde comme une victime du pervers dont il est potentiellement complice, tant qu'il se regarde comme une victime, il entretient le système, il entretient son impasse, il entretient la non-place dans laquelle il est en quelque sorte, puisqu'il ne fait que répéter. Et souvent, la personne qui est prise là-dedans, le paradoxe, c'est que elle répète exactement ce dont elle a souffert. Donc, elle répète en miroir la posture du parent tyrannique, par exemple. Donc, tout le travail, ça va être de rendre intelligible qu'est-ce que j'ai gagné à me maintenir dans cette place, qu'est-ce que j'ai gagné, de quoi j'ai peur, c'est quoi le risque, qu'est-ce que je risque de perdre si je change de place, qu'est-ce que je risque de perdre si je fais pas comme le modèle, comme ce qui m'a été imposé. Donc, on retrouve aussi le conflit de loyauté comme avec la jeune Safia, l'exemple de la jeune fille dont je parlais tout à l'heure. C'est quoi le risque? Donc, c'est très souvent enchevêtré entre un conflit de loyauté avec le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu. Et est-ce que si moi je fais différemment, je vais être reconnu par l'autre? Donc, c'est vraiment la question du rapport au savoir, elle est souvent enchevêtrée avec la reconnaissance et le besoin d'amour dont on a tous besoin, le besoin de reconnaissance. C'est extrêmement, c'est très tissé, c'est noué presque. Donc, tout le travail, nous semble-t-il, pour s'extraire de cette place de victime ou s'extraire de cette place de soumis, de soumission à un modèle, de soumission à un archétype, etc., demande, comme je disais tout à l'heure, de changer de regard, c'est-à-dire de changer de regard et de travailler à accepter la réalité, c'est-à-dire oui, je suis une victime, oui, je suis soumis. À partir de là, je vais pouvoir travailler à changer de regard. Et du coup, là, le savoir va nous permettre de rendre intelligible un phénomène, sur comprendre ces relations un peu mécaniques toxiques. Donc, je vais devoir travailler à assumer que je suis une victime. Et ensuite, en allant regarder qu'est-ce que j'ai gagné pour identifier les bénéfices, les coûts, etc., du coup, je me regarde plus seulement comme une victime, mais comme auteur, puisque j'ai gagné à adopter un comportement et que je le répète, c'est que j'y gagne quelque chose. Donc, je commence à me regarder comme auteur et là, je vais pouvoir travailler à me distancier et à inventer une nouvelle version de l'histoire, quoi, en quelque sorte. C'est hyper subversif, en fait, ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'accord, hein, mais c'est hyper subversif parce que s'entendre dire, quand on est victime dans une famille toxique, qu'on est victime éventuellement d'un parent pervers, qu'à un moment donné, on est auteur, qu'on participe, qu'on est potentiellement complice, et que pour pouvoir s'en émanciper, il faut accepter les bénéfices secondaires qu'on a tirés de ça, c'est hyper dur à entendre. Je suis entièrement d'accord, mais c'est extrêmement difficile de l'entendre quand on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là de réflexion. C'est-à-dire que oui, bien sûr que quand on a grandi avec un parent pervers qui nous a narcissisés pour nous faire des trucs, qui ensuite se retourne contre nous pour mieux nous culpabiliser de l'avoir fait, mais à un moment donné, on a été narcissisé et on a été pris dans ce sentiment qu'on était élu par le pervers et tout ça, ça vient chatouiller notre propre narcissisme. C'est très très dur de le regarder en face et pour les gens qui nous regardent là, ils sont peut-être pas tous prêts à l'entendre, n'empêche que à un moment donné, il va falloir regarder ça en face parce que c'est ça la clé de leur émancipation aussi. C'est très subversif et je le dis avec beaucoup de décontraction en quelque sorte parce que c'est un processus que j'ai traversé moi-même. Et autrement dit, après avoir constaté l'inefficacité de la logique de contrôle, après avoir constaté que ça n'était pas un problème qui se résout, mais que c'était une problématique dans laquelle j'étais complice, je suis passée par là. Je suis passée par là et je pense que c'est en quelque sorte ce qui rend légitime mon discours et que je peux justement à cet endroit-là faire preuve d'empathie et m'autoriser à mettre les coups de pelle aux endroits où il faut les mettre parce que ça raconte quelque chose de moi et on sait bien les miroirs humains qu'il y a entre la scène intime et la scène professionnelle. Donc tant qu'on se regarde comme une victime, on entretient cette problématique et
C'est justement, je dis parfois, la toute-puissance est la manifestation d'une impuissance. Donc, on est dans les deux dérives. C'est exactement la même chose, mais c'est l'envers et le revers. Donc, une fois que j'ai accepté, que j'ai reconnu être une victime, je suis allée me demander à quel endroit je suis complice de cette relation. À quel endroit j'autorise l'autre à me faire ça? Parce que si l'autre, il me fait tout le temps ça, l'autre, celui-là, 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 hein, à quel endroit je suis complice? Donc là, ça demande d'aller mettre la focale sur cette complicité et du coup, de regarder qu'est-ce que je gagne. Eh bien, je suis très empathique. J'ai la culpabilité à fleur de peau. Donc, comme je comprends le comportement de l'autre, je le supporte dans les deux sens du terme. Je le supporte dans la vie et je le supporte comme un supporter. Donc là, on va pouvoir identifier des objets de travail, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement, en allant regarder, OK, qu'est-ce que je gagne à être empathique et comment j'ai construit cette culpabilité. Et c'est à travers ces objets-là qu'on va pouvoir rendre intelligible notre histoire, aller farfouiller un peu dans l'origine pour poser des hypothèses, parce que si on n'en pose qu'une, le risque, c'est qu'elle se sclérose en une vérité et on retombe dans le piège de c'est binaire, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai une identité clause et je ne peux pas en sortir. Donc, c'est ça le travail de l'accompagnement, d'aller poser des hypothèses et de travailler à accompagner les humains pour changer de regard sur eux, changer de regard sur les situations. Donc, le changement passe donc par changer d'étiquette en quelque sorte et se regarder, oui, c'est pas confortable, mais en même temps, quand on est confronté à des souffrances, à des situations parfois dramatiques, et que la résolution de problèmes ou certaines dérives du développement personnel, etc., nous conduisent finalement à entretenir ces postures de victime. Je pense au bouquin de Alice Miller qui a écrit Le corps ne ment jamais, où elle montre ça très bien, à quel point bon nombre de thérapies entretiennent cette forme de victimisation et laissent les gens dans la situation de souffrance dans laquelle ils sont. Donc oui, c'est très subversif, parce que aller dire à quelqu'un qui a subi de la maltraitance qu'il a une part de responsabilité dans ce qu'il vit, oui, c'est subversif. En même temps, moi, je connais pas d'autres processus, d'autres outils, d'autres moyens. En tout cas, celui-là est vraiment un travail, un outil, la relation éducative qui va permettre de s'éduquer en quelque sorte et de passer d'un rapport au monde dans lequel on est objet à un rapport au monde dans lequel on est sujet. C'est ça la visée de l'éducation, c'est de devenir un sujet. Oui. Devenir un sujet et un sujet à la fois assujetti à notre origine, à nos traditions, à notre culture, à la norme, etc., mais en même temps, un sujet capable d'agir qui va pouvoir construire sa différence en évitant d'être déviant pour pas être exclu. Waouh! On en a pour toute la vie là, à essayer de faire ça. Mais c'est extrêmement bien dit et bien évidemment, je suis entièrement d'accord avec votre propos. Et effectivement, c'est extrêmement difficile d'entendre qu'on est né dans une famille où on a été objet, on a été objectivé, et qu'à un moment donné, je ne parle pas bien évidemment des enfants de 8 ans qui sont mal, bien sûr qu'ils ne peuvent pas avoir de part de responsabilité là-dedans, on est d'accord. Mais quand on grandit, on construit sa place sur cette base-là, et à un moment donné, on en tire des bénéfices secondaires. Et c'est toute la difficulté, c'est d'aller regarder ça en face, effectivement. Et je pense notamment, en ce moment, la grande mode, c'est de parler du fait qu'on est victime de pervers narcissiques. Il y a des pervers narcissiques partout aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, ça veut juste dire que aujourd'hui, dès que l'autre nous fait un peu mal, vient appuyer sur des trucs qui nous font souffrir et ne répond pas à notre envie d'être le parfait objet dans son regard, ça y est, c'est un pervers narcissique. Donc c'est absolument terrible parce que ça vient dire des choses sur notre propre envie d'être narcissisé dans le regard de l'autre et à quel point ça nous fait souffrir quand on ne l'est pas. Et ce que je trouve flagrant dans le discours ambiant sur le pervers narcissique, c'est qu'on vous dit toujours vous êtes une victime, vous avez été vampirisé parce que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez été la proie d'un méchant vampire. À aucun moment, on te dit oui, mais quand la personne est venue te dire que tu étais formidable, que tu étais merveilleuse, que tu étais le parfait objet, à aucun moment,
t'es venu te dire quand même c'est bizarre. Non, t'as plongé dedans parce que c'était bon, parce que on te balançait du sirop partout dans les veines, on te mettait du vernis partout, des paillettes partout où t'avais des failles, et d'un coup, ben, c'est la toute-puissance qui vient te chatouiller. Et donc, tu as été complice de ça à un moment donné, de te sentir le parfait objet. Et là, tu n'es pas sujet quand tu te penses comme le parfait objet, tout verni, tout beau, avec des paillettes partout. Tu n'acceptes pas ton opacité d'être humain, de sujet qui n'est jamais parfait, qui est toujours fracturé, qui est toujours travaillé par son origine. Non, tu as voulu être dans le regard de l'autre, le parfait objet, tout bien réparé, tout beau. Ben, tu es complice. C'est dur. Exact. C'est Super dur. dur. Et j'interviens parfois. Je suis intervenue récemment dans une institution pour faire un accompagnement d'une équipe en grande difficulté, en grande souffrance, alors une souffrance réelle, mais dans une forme de plainte d'un management toxique. Ouais. Alors, il y a probablement une part de réalité, c'est-à-dire à ce management-là. En revanche, mon boulot dans l'accompagnement, c'est en effet très subversif. Et je leur dis, mon boulot, c'est de vous accompagner à identifier à quel endroit vous avez des leviers pour agir. Autrement dit, c'est un peu stoïcien comme philosophie, c'est qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Autrement dit, à quel endroit j'ai entretenu ce système qui me fait souffrir. Donc, à quel endroit, c'est à quel endroit j'ai dit oui à tout. Parce que dire oui à tout, du coup, voilà, ça rentre dans ce que. Ok. Donc, c'est ça aussi le boulot d'accompagnement. Il y a parfois certains publics qui me disent c'est très théorique ce que vous dites. Non, c'est pas théorique du tout. C'est regarde dans ta posture à quel endroit tu entretiens ce que tu crains, à quel endroit tu entretiens ce qui te fait souffrir, etc. Là, tu as du pouvoir d'agir. Là, tu as du pouvoir d'agir, donc ça, peut-être que tu as peur de dire non. Ah ben c'est ça qu'il faut aller travailler. J'ai peur de dire non parce que j'ai peur de ne pas être aimé. C'est ça qu'on va travailler dans l'accompagnement. Et quand on bouge une bille dans un plateau, il y a toutes les billes qui bougent. Donc, dans une famille, dans une équipe, dans quel que soit un groupe constitué, quand il y en a un qui bouge sa place, l'autre, il est obligé de bouger aussi. Donc, la relation toxique entre le pervers et le complice, c'est qu'est-ce que je peux faire moi de ma place pour ne pas autoriser l'autre à me faire ça. Ouais. Donc, autrement dit, c'est je dresse un peu des limites. Je dresse un peu des limites et donc on pourrait dire aussi que l'accompagnement va accompagner la personne ou l'équipe à identifier ses besoins. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? C'est quoi les responsabilités attenantes? Et qu'est-ce que je fais pour répondre à ces besoins? Et du coup, ça, oui, c'est inconfortable de se dire ah, en fait, c'est pas que lui le méchant et moi je suis la victime. En fait, j'ai quelque chose à voir avec ça. Donc, oui, l'accompagnement, ça bouscule fort, mais j'ai envie de dire les bénéfices sont à la hauteur des souffrances engendrées. C'est que là où on retrouve du pouvoir, on retrouve les responsabilités qui vont avec. Exactement, il n'y a pas de responsabilité sans contrainte. Et il n'y a pas de changement non plus sans prise de risque. Et la plainte, elle sert à ça. Moi, je dis parfois aux équipes, vous pouvez vider la poubelle, mais on va faire le tri ensemble. Donc, la plainte, ça fait partie de mon travail de l'accueillir, en individuel ou en collectif, parce que la plainte, elle raconte une souffrance. Mais la plainte, elle est aussi le meilleur moyen de ne pas avoir à faire l'effort de changer. Donc, ce qui est intéressant dans la plainte, c'est d'aller déplier un peu quelle souffrance ça cache, quelle entrave, quelle impasse, quelle peur, quelle jouissance, parce qu'il y a aussi de la jouissance à souffrir. Donc, d'aller regarder un peu ça de manière un peu honnête en quelque sorte. Et c'est une façon j'aime bien dire parfois, se professionnaliser, c'est accepter son humanité. Donc se professionnaliser en tant qu'humain ou se professionnaliser en tant que praticien, coach, formateur, éducateur, cadre, ce qu'on veut, dans les métiers de l'humain, se professionnaliser, c'est accepter son humanité. Et accepter son humanité, c'est en grande partie travailler à accepter sa vulnérabilité. Je suis bien d'accord. J'aimerais bien rebondir sur un truc que vous avez dit. Vous avez dit il y a de la jouissance à souffrir. Je pense que ça mériterait explication parce que je pense que tout le monde n'est pas en mesure d'entendre ça sans nuance.
Oui, tout à fait. Ce que je veux dire par là, j'entends tout à fait que cela puisse être violent en fonction de d'où on l'entend. Euh, on dit souvent dans le sens commun, oui, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Euh, je trouve ça, il me semble que c'est assez erroné en fait de le dire comme ça. Je préfère dire sortir de sa zone de connu, parce que on peut être dans une situation d'extrême souffrance qu'on répète parce que c'est connu. Ouais, Et souvent, ce qui nous fout la trouille, c'est l'inconnu. oui, C'est l'inconnu qui nous fout la trouille. On sait là où on est, c'est du connu. Et même quand on souffre, voilà, c'est ce que je dis quand je dis il y a de la jouissance à être dans la souffrance, mais une jouissance au sens de quelque chose de connu, quelque chose de rassurant. Voilà. oui, c'est pas la notion de plaisir, la jouissance. C'était voilà. Voilà, c'est la notion de connu, la notion d'encodé, la notion de mécanisme de répétition. Je répète le connu. Ouais. Je répète le connu. Et l'être humain, il répète, on répète tous, ça fait partie de notre système, de notre fonctionnement humain. On répète, on reproduit sociologiquement et on répète intimement le schéma familial, les relations sur lesquelles on s'est construit. Mm. Donc, il y a aussi un enjeu, comme pour Safia, comme pour ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les familles toxiques, etc. Il y a aussi un enjeu d'appartenance dans la reproduction. Donc, changer, grandir, s'éduquer, c'est travailler à répéter un peu autrement. C'est travailler à répéter un peu autrement. Donc, c'est pas sort de ta zone de confort, pardon, c'est travail à explorer un peu l'inconnu. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de changement sans prise de risque. Et il ne s'agit pas de se balancer dans la flotte, sans bouée si on ne sait pas nager. Il s'agit, au début, on va mettre un doigt de pied, puis on va éprouver ce que ça nous fait. On va mettre deux pieds, on va mettre le bras, on va mettre un seul brassard. Enfin voilà, c'est progressif. Mm. Mais l'accompagnement, c'est un véritable travail d'articulation théorie-pratique qui demande, qui passe par le corps. Qui passe par le corps. On peut lire 300 000 pages sur ça fait quoi d'être mouillé, c'est quoi la flotte. Tant qu'on n'est pas allé dans la flotte, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il n'y a pas la théorie et la pratique de l'autre côté. Quand on est un enseignant-chercheur, on n'invente rien du tout. On vient mettre des mots sur une pratique. Mm. Et il y a toujours un uluberlu qui a réfléchi avant nous. Et je dis parfois, les réponses, elles sont dans les livres. Elles sont dans les livres et elles sont à l'intérieur de nous. Et c'est donc la confrontation entre ces deux univers qui va nous permettre d'accélérer un changement qui est déjà en cours. Mm. Quand quelqu'un vient nous voir en accompagnement, c'est qu'il est déjà travaillé par une question. Il est déjà en cheminement. Et nous, on vient jouer le rôle de miroir humain, comme dit Lévinas. Et donc, on va se servir de la relation éducative pour accélérer ce changement-là et accélérer un changement qui pourrait prendre des années ou ne jamais arriver. Et donc, c'est vraiment la question d'accélérer et de considérer aussi pourquoi on dit dans l'accompagnement que on vient accélérer le changement, que la relation permet d'accélérer le changement, parce qu'on considère que l'humain, il est capable, il est réflexif et à la fois, on va prendre en considération son histoire, d'où il vient, on va le prendre en considération, mais on va travailler à ne pas le réduire à ça. C'est-à-dire, OK, tu viens de là, donc tu as telles entraves sociologiques, intimes, familiales, etc. Mais tu as aussi le pouvoir de te distancier de ça. Ouais. C'est beau. Je trouve que c'est toute la beauté de nos métiers de faire ça. Et c'est pour ça aussi que je trouve terrible cette critique permanente de l'accompagnement des métiers du coaching qu'on réduit à de la procédure ou à de la pensée magique, alors que derrière, quand on fait ça avec les bons repères, avec la bonne posture, c'est précisément ce processus-là qui est en train de se jouer. Et je trouve que c'est infiniment beau. Et c'est ce qui permet à tous les humains de devenir les sujets de leur vie et de transmettre aussi derrière leur processus, leur cheminement, ce qu'ils auront trouvé de meilleur à la génération d'après, en écrivant des livres ou en transmettant à ses enfants ou en accompagnant eux aussi leurs proches, leurs amis pour que eux deviennent des adultes plus autonomes. Et c'est beau, et c'est perpétuellement dans le discours public, c'est perpétuellement dévoyé, c'est décrit comme une espèce de machine à fric qui consiste à berner des gens perdus pour leur donner des faux conseils de réussite, alors que c'est pas du tout ça. Et je voulais vous remercier de nous donner une aussi belle définition des métiers de l'accompagnement. On en a besoin, on a besoin d'entendre cette voix dans les métiers de l'accompagnement parce que
au-delà de la grâce qui se joue, parce que je trouve que c'est de la grâce, ce que vous êtes en train de décrire, au-delà de ça, je pense que tous ces professionnels-là, qui se sentent souvent illégitimes, ont besoin d'entendre qu'il existe une université où on a théorisé tout ça, où il y a des chercheurs, où il y a des concepts, où il y a des références qui donnent du poids, de la légitimité et du sens à ce qu'ils sont en train de faire, et qu'ils ne sont pas noyés dans un flot absolu, alors qu'on essaie souvent de le leur faire croire. Et c'était important, je trouve, de le souligner, et je vous remercie pour ça. Je peux m'autoriser une dernière. Je rebondis un peu là sur ce que vous venez d'amener, et en même temps que je vous écoutais, je pensais à une étudiante que j'ai rencontrée ici à Strasbourg. Donc là, je fais allusion à une promo qui se forme pour l'enseignement. Et donc, je les ai accompagnés un peu pour justement à découvrir le concept de rapport au savoir, pour se professionnaliser. Et donc, ils viennent ici un peu euh, pétris dans une volonté de découvrir le protocole, la procédure pour être le bon prof, avec toutes les représentations du sachant que doit être le prof. Et donc, je vais essayer de tisser un peu un commentaire par rapport à vos mots pour lesquels je vous remercie. Euh, Mireille Sifali, qui a écrit en 1994 ses premiers bouquins Liens éducatifs contre jour psychanalytique, qui est à la retraite depuis quelque temps, la professeure émérite en sciences de l'éducation. Elle a sorti 4 bouquins récemment, dont un qui s'appelle, me semble-t-il, Les valeurs de la formation, quelque chose de cet ordre-là. Euh, et elle défend l'idée que finalement, dans l'enseignement, dans les postures d'enseignement, on vient davantage transmettre une posture qu'un contenu. Ça m'a beaucoup aidé pour accompagner l'inconfort que j'ai ressenti dans ma prise de poste ici à Strasbourg, pour m'autoriser à faire des cours en amphi qui ne ressemblent pas du tout à des cours en amphi traditionnels, j'ai envie de dire. Et donc, je me suis autorisée à secouer le cocotier des futurs profs. Euh, Parce que il me semble que euh, la formation telle qu'elle est construite aujourd'hui ne leur ramène pas toute cette dimension qui leur permet de travailler leur rapport au savoir et de distinguer le protocole de la posture. Le protocole de la posture. Et comme pour la plupart d'entre eux, ils viennent ici avec ce qu'on a développé tout à l'heure, une identité des représentations qui gouvernent leur comportement, il y en a beaucoup, beaucoup d'entre eux sont en grande souffrance parce que ils s'imaginent que pour être prof, il faut tout savoir. Ils sont dans ce délire, dans ce désir, dans ce fantasme de toute puissance qui les fait extrêmement souffrir. Oui. Et donc, je me rappelle une étudiante qui est venue me remercier et qui m'a dit, Madame, j'ai perdu 300 kilos de stress parce que j'ai compris que pour devenir une enseignante, euh, en quelque sorte, la posture, c'était plus important que tout ce que je sais. Donc, oui, ça, ces moments-là, c'est des moments de. Vous avez parlé de grâce tout à l'heure. Oui, c'est des moments de grâce, c'est des moments de grande satisfaction professionnelle où on peut transmettre, on peut prêter les outils qui nous ont aidés nous-mêmes à grandir, à changer, à s'émanciper, tout en sachant que c'est jamais fini. Donc oui, c'est un métier. Euh, faire de la relation éducative notre métier, oui, c'est un luxe. C'est un luxe. Ça me plaît. Ça me plaît. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez là et que vous puissiez transmettre tout ça au public. Et il faut écrire, Madame Seigny. Quand je dis il faut écrire, c'est pas juste pour les universitaires, il faut aussi écrire pour le grand public parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre tout ça. Donc on vous attend et on espère que vous reviendrez ici pour nous présenter vos prochains livres. Vous avez partiellement répondu à cette question, mais j'aimerais bien qu'on la revoie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les gens qui ont reçu une éducation toxique et qui cherchent des leviers pour retrouver leur autonomie? Vous avez parlé tout à l'heure du fait d'accepter d'être victime pour mieux assumer sa zone de pouvoir sur la situation et pour regarder à quel endroit on est complice. Est-ce que vous avez d'autres points particuliers à souligner pour aider ces gens-là à retrouver leur autonomie?
J'ai envie de dire que le film, il est court. Le film, il est court. Alors, je réponds de manière un peu détournée, ou en tout cas, le film, il est court et je dis parfois, s'éduquer, c'est apprendre à mourir. S'éduquer, c'est apprendre à mourir. Et donc, apprendre, considérer qu'on est mortel. Considérer qu'on est mortel. Et ça, c'est un vrai travail de fond. Et euh, ça passe par prendre des risques. Ça passe par se regarder, s'autoriser et penser à soi, être égoïste. Quelque chose un peu de cet ordre-là. Être égoïste au sens où je repense un peu, je sais pas, j'essaie de boucler un petit peu avec la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur les parents. J'ai envie de dire, Gandhi nous disait, euh, il n'y a qu'un seul modèle en éducation, c'est l'exemple. Mhm. Il n'y a qu'un seul modèle en éducation, c'est l'exemple. Donc j'ai envie de dire, tais-toi et fais. C'est-à-dire que souvent, on parle parce qu'on n'arrive pas à faire. Et en même temps, on a besoin de parler pour s'entendre parler et à un moment donné, arriver à identifier des répétitions. Mais voilà, ça aussi, c'est un petit tips, comme on pourrait dire, que quand on se voit répéter, quand on s'entend répéter, euh, c'est un indicateur qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Mm. Vous voyez? Et du Oui. coup, ça serait apprendre à se taire. Apprendre à se taire, apprendre à se concentrer un peu sur ce qui dépend de nous et travailler aussi à distinguer le lâcher prise et le laisser tomber. Et à cet endroit-là, les mots, ils sont encore nos alliés. Mais ou alors, j'ai envie de dire, arrêtez de dépenser de l'argent dans du développement personnel ou dans des thérapies fumeuses où on est tous passés plus ou moins par là. Mais voilà, je dis parfois aux professionnels qui me demandent des conseils. Alors moi, je ne sais pas donner des conseils parce que je considère que on n'a pas tous mal au même endroit et que chacun est capable de construire les réponses qui vont lui convenir. Euh, je suis pas capable de donner des conseils, mais en tout cas, voilà, de s'occuper de soi, apprendre à prendre soin de soi, c'est un vrai travail. Et ça, c'est un peu la priorité, prendre soin de soi et apprendre aux autres, et que la relation, on peut apprendre par la relation. Moi, j'ai envie de rebondir ce que vous venez de dire sur le apprendre à se taire. On est perpétuellement en train de nous inviter à nous affirmer et à nous plaindre et à dire ce qui nous travaille et à nous raconter. Je pense notamment à la littérature actuelle qui consiste essentiellement à raconter ses malheurs et son petit nombril et à se tourner autour non-stop. Effectivement, je ne suis pas convaincue que euh, cette sorte de prise de parole-là soit émancipatrice. Non, je suis d'accord, moi, ça m'évoque le retrait, la solitude, le silence, euh, l'écriture, mais l'écriture pour soi. Ça a été, pour ma part, l'écriture fait partie de moi et j'écris par ailleurs des articles universitaires, mais aussi plus personnels, intimes. Et ça peut être pour certains un chemin, mais voilà, une écriture de soi, soit pour aller identifier, pour laisser jaillir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais voilà, se confronter au vide, se confronter au silence, apprendre à se taire. Je pense qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement sans vide, comme je disais tout à l'heure. Et donc, ça demande aussi de se distancier. On parle souvent dans la relation éducative ou professionnelle de distance, de distanciation. Et la distanciation, c'est un travail permanent, perpétuel. Et il y a souvent une confusion. On entend la problématique de la distance entre un coach et son client, un éducateur, un éduqué, etc. Mais la distanciation, c'est aussi se distancier de soi, se distancier de ses ambitions narcissiques, se distancier de ce qu'on attend de nous. Donc, de manière générale, c'est prendre de la hauteur. C'est-à-dire prendre de la hauteur, et ça, c'est une question de posture. C'est-à-dire que c'est travailler à
comme je disais tout à l'heure, notre subjectivité est notre meilleur outil de travail. Si on la met à distance avec du savoir, parce que la dérive de toutes ce délire d'être soi, d'être unique, d'être singulier, je ne sais quoi, c'est considérer que notre subjectivité, ça va être notre thermomètre qu'on va aller coller sur le coin de la tronche de tout le monde. Donc, c'est aussi travailler à se mettre en retrait et pas aller coller notre vérité sur celle des autres. Et c'est un travail d'empathie et de bienveillance, mais aussi bien avec soi qu'avec les autres, quoi. Et ça, c'est des petites choses qui peuvent se faire dans le quotidien. Et du coup, rien que ça, c'est une prise de risque, en fait. Rien que ça, c'est une prise de risque, parce que soit on peut s'autoriser à faire ce qu'on attend de nous, parce que c'est plus simple, et puis parfois on va y gagner, mais d'autres fois, on va s'autoriser à ne pas être là où l'autre nous attend. Et ça, c'est bousculant. Et oui, ça bouscule. Dans la. J'ai tendance à être, dans certaines de mes relations intimes, plutôt silencieuse. Alors, c'est c'est contradictoire avec le fait d'aller parler devant une assemblée, mais contradictoire au sens où ça s'articule. Et quelquefois, on me dit, tu dis rien? Et non, je dis rien. Enfin, dans ma tête, je me dis non, je dis rien. Et je me dis, mais c'est toi que mon silence dérange. Vous voyez? Donc, c'est aussi ça, des petites choses comme ça pour se dire à quel endroit je suis en train de parler de moi. Et on parle toujours que de soi. Mais d'aller, voilà, s'émanciper, grandir, c'est commencer par se reconnaître. Commencer par reconnaître qu'est-ce qu'on est en train de jouer, reconnaître de quoi on a besoin et, et voilà, et ne pas. Et quand on est dans une relation, on est deux sujets. On est deux sujets. Et donc, il y a du vide. Il y a du vide, il y a de l'inconfort, il y a de l'incertitude. C'est pas mécanique, une relation. C'est un travail, c'est un mouvement, c'est dynamique. Et ça aussi, par rapport à ça, j'aime bien confondre, ne pas confondre justement ce qui est confondu dans le sens commun entre le lien et la relation. Je dis parfois, dans le sens commun, on dit il faut créer du lien, il faut créer du lien. Non, il faut les faire péter, les liens. Le lien, c'est un nœud. Et étymologiquement, c'est un nœud. Et le lien, il est tellement serré que pour s'en dépéguer, on est obligé de le rompre. Or, et pourquoi, s'il y a un mot qui dit lien et un mot qui dit relation, c'est qu'il y a deux réalités différentes. Donc, on est de fait en lien avec notre famille, on est de fait en lien avec les gens quand on débarque dans une institution, mais ça ne veut pas dire qu'on est en relation. Non. Donc, du coup, tiens, ça va me permettre je sens que c'est un peu la fin de notre entretien. Du coup, ça va me permettre d'amener un mot qu'on n'a pas encore convoqué, je crois pas. Le préalable à la relation, c'est la rencontre. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de rencontre. Et quand on est dans un rapport mécanique, c'est pas humain. Il n'y a pas de place pour la rencontre. Donc, ça aussi, j'ai envie de dire, voilà, sortez du lien, autorisez-vous à questionner le lien, à travailler, à vous extraire de ce lien mécanique, robotique presque, pour construire des relations et devenir des humains imparfaits, quoi. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le rapport au savoir, c'est qu'effectivement, selon notre rapport au savoir, on pense les liens ou on pense les relations. Et quand on a grandi dans un système très mécanique, où il y avait des liens partout et qu'on n'a pas appris la relation, eh bien on le paye et par des entraves partout dans la vie perso et dans la vie professionnelle. Et on a besoin de réapprendre la relation. Et donc, on a besoin de réapprendre à se penser comme un humain et à devenir le sujet de sa vie. C'est exactement ça. Quand on est soumis, ça me fait penser à la problématique abandonnique dont beaucoup d'humains sont concernés. La problématique abandonnique qui est en lien avec considérer qu'on a une identité et qu'on est comme ça. Donc, si je suis comme ça, je ne changerai jamais. Mm. Donc, dans la problématique abandonnique, c'est typiquement le lien entre fusion, abandon, fusion, abandon. C'est-à-dire que, ou souffrance, jouissance. Je suis collé ou je suis décollé et quand l'autre n'est pas là, je m'effondre. Donc, c'est typiquement le symbole d'un humain qui est objet et qui répète de manière mécanique la manière dont il s'est construit. Donc, on répète le modèle originel sur lequel on s'est construit tant qu'on n'a pas appris à faire autrement. Donc oui, la relation, ça s'apprend, c'est un travail, c'est un travail qui s'éprouve dans la relation avec l'autre et qui peut s'apprendre en effet avec
le praticien en accompagnement qui va travailler à éviter ces deux dérives-là et permettre à l'autre, avec un grand A, d'éprouver la relation comme ça dans cet entre-deux. Et c'est exactement ça, c'est d'apprendre à devenir un sujet capable, réflexif, autonome. Et autonome, ça ne veut pas dire faire tout seul. Autonome, ça veut dire être relié aux autres, identifier ces liens de dépendance et autrement dit, identifier de quoi j'ai besoin pour tenir debout. Et on n'a pas tous besoin des mêmes choses pour tenir debout, mais en tout cas, il y a cette caractéristique chez l'être humain, c'est qu'on a besoin d'être relié aux autres, et justement pas lié, mais relié. Donc oui, ça aussi, c'est un vrai changement paradigmatique que de s'extraire des rapports mécaniques et de construire des relations. Super. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais vous inviter aussi à nous dire un petit mot sur le livre que vous avez écrit, parce que je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Éduquer l'autre, c'est travailler sur soi. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on vient de se dire là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot dessus pour que les gens se jettent dessus et en profitent? Bah, alors, c'est un bouquin que j'ai écrit, je crois, en 2015, après le décès de celui que j'appelais à l'époque, pardon, mon maître à penser. Je dis à l'époque parce que je me suis autorisée un peu depuis ces dernières années à trahir positivement le maître. Mais quand il est décédé, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé une branche sur laquelle me poser un peu. Pendant tant d'années, je ne m'étais pas sentie à ma place. Et j'ai repris les études à l'âge adulte, à 30 ans à peu près, après avoir été éducatrice quelques années. J'ai repris mes études et là, quand j'ai rencontré les sciences de l'éducation, oh, après les 2, 3 premiers mois où j'ai résisté, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? J'ai pas le niveau, c'est quoi cette planète? Ça a été, j'ai résisté pendant 2, 3 mois. Donc là aussi, ça raconte quelque chose du rapport au savoir. Je me sentais pas à la hauteur, etc. Et c'est là que j'ai découvert le concept de rapport au savoir. Et donc, pour la première fois à peu près à 30 ans, je me suis sentie à ma place quelque part. Et donc, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça quand je serai grande. Donc, j'ai notamment rencontré Mireille Sifali à travers son bouquin et Michel Vial. Euh, et il est mort rapidement après notre rencontre. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup ébranlé. Et donc, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai un ami, docteur aussi en sciences de l'éducation, qui m'a dit, maintenant, t'arrêtes de chialer et t'écris. Alors j'ai écouté cet ami et j'ai écrit, je me rappelle, c'était à l'automne, sûrement 2014, je crois. Et donc je me suis mise à écrire et j'ai écrit ce petit bouquin comme ça. J'avais pas l'idée de faire un livre du tout. C'était comme un cri. Donc j'ai découvert mon écriture en même temps qu'elle sortait. Et donc il me semble que c'est un peu les fragments de quelques mots du jargon professionnel. Donc, ça, c'était un peu les prémices de ma thèse. J'avais identifié quelques mots du jargon professionnel des éducateurs auxquels j'ai tordu le cou et j'amène une autre réalité. J'ouvre un peu la complexité qui est réifiée derrière ces mots-là. Et pour les personnes qui m'ont lu, m'ont dit qui m'ont lu et qui m'ont vu en intervention, dit quand on vous lit, on vous croit. Et donc, le message, c'est qu'en effet, éduquer l'autre, c'est travailler sur soi. Donc ça aussi, c'est un message aux parents pour continuer un peu la question tout à l'heure. Souvent, les parents ont tendance à regarder leurs enfants comme des objets et donc ils les amènent chez le psy, ils les amènent chez le normopathe pour les réparer, pour les régulariser. Moi, j'aurais tendance à leur dire, si tu y allais toi chez le psy, alors, on n'est pas obligé de mon point de vue, on n'est pas du tout obligé, contraint d'aller chez un psy pour travailler sur soi. On n'est pas obligé de s'allonger chez un psychanalyste. Alors, euh, s'engager dans un accompagnement, ça va accélérer le changement, mais ça peut aussi passer par la lecture, la découverte, l'altérité de manière générale. Et voilà, travailler sur soi, il me semble que c'est la moindre des choses. Alors, encore une fois, je le dis avec toute la nuance et la bienveillance peut-être on l'entend pas dans ma manière un peu subversive ou provocatrice de le dire. Euh, il me semble que le devoir des parents,
ça serait justement ça, de travailler sur eux pour éviter de charger leurs enfants de tout ce que eux ils n'ont pas rendu intelligible. Mm. Donc, pour revenir à ce petit bouquin, oui, éduquer l'autre, c'est travailler sur soi. C'est aussi valable pour les praticiens de l'éducation que pour les parents, quoi. Je vous remercie, ça donne envie, je trouve. Donc, pour tous ceux qui regardent et qui se sentent concernés, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Frédéric, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. C'était passionnant, je me suis régalée. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je vous remercie, je me suis régalée aussi, je suis ravie de l'avoir fait et du coup, ça vient chatouiller un petit peu mon désir d'écriture. Donc, voilà, merci pour tout et j'espère à bientôt. Avec plaisir, avec plaisir. Merci Frédéric, à bientôt. Merci.